Bonjour chers amis, très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de notre causerie hebdomadaire. Et cette fois-ci, Abdeljelil m'a proposé de parler de la Chine. Et j'en suis d'autant plus content que la Chine représente, je dirais, un peu le trou noir de la réflexion géopolitique. D'abord parce que c'est un sujet tellement important que certains ne veulent pas s'y attaquer, d'autres parce qu'on préfère regarder les événements journaliers, les petits détails plutôt que les causes profondes et les sujets majeurs. Et la troisième parce que le système chinois, évidemment, un système assez discret, très important sur le fond, mais très discret sur la forme, ce à quoi nous ne sommes pas toujours habitués. Donc, le thème est celui-ci: comment le dragon chinois observe-t-il le monde? Et je trouve que c'est bien qu'Abdeljalil ait choisi non pas de voir comment nous observons la Chine, mais comment la Chine nous observe. C'est toujours beaucoup plus intéressant de se mettre dans la tête de nos contreparties pour se demander comment elles nous regardent plutôt que l'inverse. Donc, on va essayer de faire ceci. Alors, une série de questions proposées par Abdeljelil. Première question: la philosophie stratégique chinoise. On observe souvent la Chine, on présente souvent la Chine comme une puissance qui agit avec une vision du temps très différente de celle des démocraties occidentales. Quels sont les grands principes de la pensée stratégique chinoise? Est-elle fondée avant tout sur l'observation, la patience et l'exploitation des erreurs de ses adversaires? Alors, je vais dire deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, la pensée chinoise et la pensée stratégique chinoise a un certain nombre de principes, obéit à un certain nombre de principes, mais, ça c'est la deuxième chose, qu'il ne faut pas forcément se baser sur ces principes parce que un certain nombre de choses changent. Alors, il est certain que la pensée stratégique chinoise se base essentiellement sur le philosophe et le stratège que tout le monde connaît bien, qui s'appelle Sun Tzu. Sun Tzu était un penseur extrêmement original qui disait en particulier, je pense que c'est la meilleure façon de le définir, que la meilleure guerre que l'on gagnait était celle que l'on n'avait pas eu besoin de mener. C'est-à-dire qu'il privilégiait les approches psychologiques de toutes sortes avant la confrontation militaire. Et je pense que c'est véritablement ce qui caractérise aujourd'hui la pensée stratégique chinoise. Je vais rentrer ensuite dans le détail, et pour dire que cette pensée est extrêmement non violente, si je puis dire, mais en même temps, excusez-moi, en même temps, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas extrêmement déterminée sur le fond. Donc, à mon avis, et c'est ma façon de voir les choses, il faut bien différencier le fond et la forme. La forme est particulière à chaque nation, à chaque civilisation. La façon de voir les choses des Russes, des Chinois, des Européens, des Américains, des Africains, des Moyen-Orientaux, et il faudrait rentrer dans le détail parce que les Français, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, c'est pas la même chose. Les Moyen-Orientaux, les Saoudiens, d'une part, les Égyptiens, c'est pas la même chose. Donc, il faudrait différencier, mais je dirais que chacun a sa façon, les Iraniens, de penser et de voir.
Mais en même temps, il y a des fondamentaux qui sont celles de tout homme, la patience, la capacité de compréhension, l'empathie, l'amitié, ou au contraire l'ambition, le désir de domination. Et ça, on le retrouve sous des formes différentes, mais dans toutes les civilisations, quelles qu'elles soient. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de penser que une civilisation et un gouvernement comme le gouvernement chinois va être automatiquement bienveillant si il dispose des instruments de la puissance. Alors, si on essaye de répondre à cette question, je dirais que, sans trop développer, que aujourd'hui, le gouvernement chinois s'appuie effectivement sur cette doctrine de Sun Tzu, on le voit très bien. Il n'est pas dans des conflits directs. Il fait très attention à essayer de trouver des solutions ou de proposer des solutions, mais en même temps, on s'aperçoit que sa domination dans le domaine du commerce, dans le domaine des terres rares, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'industrie, est absolument manifeste. Et donc, il y a, je dirais, une forme qui est tout à fait caractéristique, mais un fond où la puissance véritablement s'exprime. Mais sous une forme qui est celle que j'ai expliquée, qui est celle de Sun Tzu. Et en même temps, je pense, et je me base pour dire ça sur des visites que j'ai pu faire de la Chine depuis les années 80, sur le fait qu'il y a évidemment, surtout dans la jeunesse chinoise, une ambition extrêmement forte et, comme toujours, lorsqu'il y a un modèle qui était jusqu'à présent, quoi qu'on en dise, le modèle américain, un modèle de réussite aux yeux d'un certain nombre de peuples, l'idée que un jour on sera comme les Américains, donc une ambition très forte et une envie d'en découdre politiquement, économiquement, si ce n'est militairement, mais en tout cas dans les autres domaines, avec au bout potentiellement un désir de domination. Donc je dirais pour résumer qu'il y a donc la doctrine traditionnelle, comme le dit Abdel-Djelil, quels sont les grands principes de la pensée traditionnelle? Est-elle fondée avant tout sur l'observation, la patience, l'exploitation des erreurs de son adversaire, de ses adversaires? Je dirais oui, tout à fait, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, cette observation, cette patience et cette exploitation est également modifiée par probablement des jeunes politiciens, des jeunes hommes d'affaires, des jeunes intellectuels qui, eux, sont moins patients, moins déterminés à l'observation et qui ont envie de faire les choses plus à l'américaine, je dirais. Et j'expliquerai après pourquoi je fais cette petite modification par rapport à la tradition. Que la tradition, c'est une chose, mais pas plus en Chine qu'ailleurs. La tradition n'est monocolore, je dirais. Voilà. Alors, deuxième question. Donald Trump et les erreurs stratégiques américaines. Depuis plusieurs années et plus encore avec le retour de Donald Trump,
les États-Unis semblent multiplier les fronts, Ukraine, Moyen-Orient, guerre commerciale, tensions avec leurs alliés. La Chine considère-t-elle que Washington est en train de tomber dans des pièges géostratégiques qu'il s'est lui-même créés? Alors, je pense que la Chine considère absolument que Washington est en train de tomber dans des pièges géostratégiques, mais je ne pense pas que c'est Washington qui a créé les pièges dans lesquels il s'est lui-même créé euh, et lui-même tombé, mais que pour une grande part, certains de ces pièges ont été fabriqués de toutes pièces, en particulier par les Chinois, et tout à fait volontairement dans le but que les Américains se prennent dedans. Alors, il y a une erreur spécifique qui est faite par les Américains, qui est une erreur globale et qui a été magnifiquement décrite par le géopoliticien américain John Mearsheimer, qui est celui du piège de Thucydide, en disant que, vous savez ce que c'est que le piège de Thucydide, ce Thucydide était un historien et un observateur de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Et le piège de Thucydide, c'est une caractéristique des systèmes entre deux belligérants, où l'un est plus important que l'autre, et l'autre, et que en général, les dissensions entre un numéro 1 et un numéro 2 ne se règlent pas en général par la négociation, mais presque toujours par la guerre. En l'occurrence, c'était donc cette guerre du Péloponnèse. Donc, Mearsheimer dit ceci, lorsque le numéro 1 se sent attaqué, pas forcément militairement, mais politiquement, diplomatiquement, industriellement par un numéro 2, l'erreur qu'il fait très souvent, ça consiste à essayer de défendre les parties de son empire et il continue à s'affaiblir en faisant cela, alors que ce qu'il doit faire, c'est à lâcher un certain nombre de parties de son empire, si ce n'est la totalité, de façon à se concentrer, à concentrer ses ressources pour retrouver lui-même la puissance qui vient de son propre génie et de ses propres forces, puissance industrielle, puissance politique, puissance commerciale, et qu'à partir de là, il peut essayer de nouveau de grandir, mais que ça passe obligatoirement par un abandon d'un certain nombre de ses possessions extérieures. Alors, on retrouve exactement ceci dans la doctrine de sécurité nationale américaine qui a été publiée en fin de l'année dernière et je pense que beaucoup de nos auditeurs l'ont lu et s'ils ne l'ont pas lu, je les engage à le lire et je l'ai développé en particulier en détail dans un chapitre de mon dernier livre, La France dans le chaos du monde. Mais c'est très important de lire ce document de sécurité nationale. Alors, je précise que Trump n'a pas suivi la doctrine telle qu'il l'avait lui-même édictée, puisque cette doctrine voulait qu'il calme les choses avec la Russie, et qu'il n'attaque pas l'Iran, évidemment. Or, d'une certaine façon, il a fait le contraire de ce qu'il avait lui-même considéré comme étant l'impératif de sa politique. J'ai déjà eu le temps, l'occasion de développer les raisons pour lesquelles je pensais que Trump avait attaqué l'Iran. Je ne pense pas que c'est ridicule, bien au contraire, et que l'une de ces raisons, ça concerne précisément la Chine. Mais disons que le fait que les États-Unis se soient, je veux dire, perdus dans trop de guerres, trop de possessions,
ça me paraît tout à fait caractéristique d'une erreur américaine. Mais en dehors de ça, il y a un piège, un certain nombre de pièges dans lesquels les Américains se sont mis eux-mêmes. Et je dirais que ça, c'est pas forcément la faute de Trump, mais c'est plutôt, à mon avis, la faute de ses prédécesseurs, en particulier Obama, qui ont mis les États-Unis en danger et en très grave danger géopolitique, ce qui fait que Trump aujourd'hui a beaucoup de difficultés à sortir des pièges dans lesquels les États-Unis sont. L'un de ces pièges, et à mon avis le principal, c'est celui concernant les terres rares, puisqu'on sait que les États-Unis, la Chine aujourd'hui raffine 85% des terres rares de la planète, donc elle a un quasi-monopole, et on sait que toutes les fabrications de voitures, d'armements électroniques ont besoin de ces terres rares, et en particulier du tungstène. Et ça, c'est la Chine qui le tient. Et on sait que jusqu'en octobre ou novembre, je ne sais plus, elle a, en réponse à Trump et à sa tentative de mettre en place les droits de douane vis-à-vis de la Chine, elle a créé un moratoire sur la livraison des terres rares aux États-Unis, qui évidemment met les États-Unis dans une situation absolument effroyable sur le plan géopolitique, puisque pour pouvoir fabriquer les armes dont elle a besoin pour se défendre supposément contre son adversaire principal qui est la Chine, elle a besoin de terres rares qu'elle est supposée acheter à la Chine. Donc on se rend bien compte que la situation est gravissime pour les États-Unis et ça, c'est pas Trump qui en est responsable, il en a hérité. Voilà. Il y a d'autres raisons. Une des raisons qui est l'industrialisation excessive de la Chine et la désindustrialisation des États-Unis, à laquelle là aussi Trump essaye de répondre par les droits de douane, mais visiblement il n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente puisqu'en regard il n'a pas de terre rare. Mais ça, c'est pas non plus la responsabilité de Trump d'avoir créé une situation de dépendance à l'industrie chinoise, mais c'est plutôt ses prédécesseurs, mais c'est un piège construit par les Chinois, comme celui des terres rares, construit par les Chinois dans lesquels aujourd'hui il est et il ne peut pas sortir. Et le troisième piège, je dirais, c'est le plus récent, et ça on le doit bien à Trump en particulier, pas seulement à lui, mais en particulier à lui, c'est l'attaque de l'Iran, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il existe un partenariat qui a été construit depuis 2023 par la Chine entre l'Iran et l'Arabie saoudite, un partenariat qui aujourd'hui n'est pas vraiment, qui est développé, qui est construit, qui est finalisé d'après le professeur Marandi, mais qui n'est pas développé, qui n'est pas expliqué, qui n'est pas diffusé surtout. Mais on a vu que récemment, un article du New York Times montre que il existe aujourd'hui une grosse tension entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, qui est récente, et qu'en même temps, il y a peu de temps, les Saoudiens ont reçu les Iraniens. Tout se passe, même si je ne vois pas de mention extérieure qui parle de ce plan, tout se passe comme si ce plan était effectivement existant. Et si il existe effectivement, ça me paraît être une excellente raison qui a pu pousser l'Iran, les États-Unis à attaquer l'Iran, puisque ne pouvant pas bombarder l'Arabie saoudite, elle ne pouvait faire qu'une chose, c'est de
essayer de détruire le partenaire potentiel de l'Arabie saoudite pour que ce plan ne soit pas mis en œuvre, puisqu'il aurait provoqué l'attirance vers la Chine de l'Arabie saoudite et évidemment de l'ensemble des pays du Golfe, peut-être à part les Émirats arabes unis. Donc voilà la situation. Donc je suis absolument d'accord avec ce que dit Abdel-Jalil, à savoir que les États-Unis, que la Chine considère que Washington est en train de tomber dans des pièges géostratégiques, mais à mon avis, ce sont plutôt des pièges qui ont été construits patiemment par la Chine plutôt que des pièges qui sont dus essentiellement aux États-Unis, mis à part le fait que les États-Unis ont probablement grandi d'une façon trop grande et c'est le problème des numéros 1 des pièges du Thucydide, à un point tel qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus défendre l'ensemble de leurs acquis. Alors, troisième question, la Chine et ses partenaires, jusqu'où va le soutien? Certains observateurs estiment que Pékin reste prudent, y compris avec ses partenaires les plus proches. On pense notamment au Venezuela ou encore à l'Iran. Pourquoi la Chine semble-t-elle privilégier une approche mesurée plutôt qu'un soutien militaire direct? Est-ce un choix stratégique assumé? Oui, je pense que c'est un choix stratégique totalement assumé parce que la Chine veut remplacer les États-Unis, et je vais en parler plus, mais la Chine veut faire ça en montrant qu'elle est un leader sage. Sage, et ça, ce qui est très important dans l'esprit chinois, et tout le monde, les autres pays peuvent le comprendre, sauf peut-être aujourd'hui l'Occident qui est gravement en crise, c'est que la sagesse va de pair avec la modération. Donc, se jeter dans un soutien militaire sans réflexion et sans peser le pour et le contre, ça n'est pas un signe de sagesse et de modération. Par contre, une approche mesurée, diplomatique, c'est beaucoup plus important. Et à ce point de vue-là, c'est tout à fait la méthode qui est aujourd'hui privilégiée par les Chinois. Alors, son approche, effectivement, reste prudente, y compris avec ses partenaires les plus proches, mais on constate que, par exemple, en pleine guerre d'Iran, le ministre des Affaires étrangères Araghchi est allé en Russie et également allé en Chine quelques jours avant l'arrivée de Trump pour aller conférer avec son soutien chinois et savoir comment il fallait qu'il négocie et de quelle façon prendre les problèmes que les États-Unis posaient à cette époque à l'Iran. Alors, quatrième question, l'Iran, partenaire énergétique majeur, l'Iran occupe une place importante dans les approvisionnements énergétiques chinois. Dans le contexte des tensions avec Israël et les États-Unis, quels sont réellement les intérêts de Pékin? Jusqu'où la Chine est-elle prête à soutenir Téhéran sur les plans diplomatiques, économiques ou technologiques? Alors, moi, j'ai tendance à penser que si le piège a été monté de très longue date pour attirer les Américains dans cette guerre contre l'Iran, guerre dans laquelle ils se sont noyés, ou ils sont en train de se noyer avec Israël, c'est pas dans des circonstances comme celle-là que la Chine va cesser de soutenir Téhéran sur le plan diplomatique, économique ou technologique. Cependant, si elle le fait, elle le fera là aussi d'une façon discrète, puisqu'elle ne voudra pas apparaître comme le leader de cette confrontation, même si je pense qu'en réalité, c'est bien la Chine qui est le leader de cette confrontation,
mais elle voudra laisser l'Iran en avant pour préserver son image de façon à pouvoir parler demain dans les instances avec l'Inde, avec les Européens, avec les États-Unis, alors que si elle s'engage d'une façon directe dans le conflit, elle va cliver les relations et elle va rendre plus difficile des solutions diplomatiques qu'elle pourrait trouver avec les États-Unis ou avec les Européens ou avec quelques pays que ce soit. Donc je dirais que c'est une façon à la fois prudente et intelligente de se positionner en laissant l'Iran en première ligne. Et je suis persuadé que l'Iran a toute l'aide de la Chine dont il a besoin sur les plans diplomatiques, économiques et technologiques. Alors ensuite, cinquième question. Quelle lecture fait Pékin? Ukraine. Quelle lecture fait Pékin? L'Ukraine accuse régulièrement la Chine de soutenir indirectement la Russie, tandis que Pékin affirme défendre une solution politique. Quelle est, selon vous, la véritable stratégie chinoise dans la guerre? Cherche-t-elle à favoriser une victoire russe, un équilibre des forces ou un règlement négocié? Alors, je ne sais pas, en fait, parce que là aussi, la Chine masque un peu ses objectifs. Donc, est-ce que la Chine cherche à favoriser une véritable victoire russe, auquel cas elle renforcera la puissance de la Russie qui est à ses portes et qui est son fournisseur principal de matières premières et de gaz, ou est-ce qu'elle cherche en même temps à affaiblir un peu la Russie et à trouver un équilibre des forces de façon à ménager quelque part la puissance américaine? Est-ce qu'elle cherche à faire chuter véritablement l'Occident et à renforcer la Russie? Ou est-ce qu'elle cherche un système d'équilibre? Je dois dire que je ne le sais pas. Et je pense qu'il y a pour elle des avantages dans une solution ou dans l'autre. Le fait d'affaiblir volontairement et fortement les États-Unis et l'Europe en poussant une victoire nette de la Russie me paraît tout à fait légitime, mais le fait de ne pas vouloir trop renforcer le géant qui est à sa porte, qui s'appelle la Russie, me paraît aussi un objectif légitime. Donc, je dirais que, à mon avis, aujourd'hui, les Chinois n'ont pas choisi forcément la stratégie qu'ils voudraient. Et à ce titre, d'ailleurs, si certains de nos auditeurs ont des informations à ce titre, moi, je suis preneur, bien entendu, parce que c'est une excellente question. Et aujourd'hui, je ne peux pas vraiment savoir, à cause de la prudence de la Chine, quelle peut être véritablement sa stratégie dans cette guerre que la Russie est sur le point de gagner par rapport à l'Occident. Si la Chine veut se positionner demain comme un leader du monde et un leader sage, elle a tout à fait intérêt, peut-être, à choisir, à proposer un système qui soit un équilibre des forces, même si dans le fond, elle appuiera probablement la Russie si la Russie en a besoin. Et je dirais que dans cette affaire, si j'étais russe, je ne chercherais pas non plus à ne me mettre trop dans les pattes des Chinois. Et donc, je chercherais aussi à trouver une solution par mes propres moyens, diplomatiques, militaires, économiques, de façon à me présenter ensuite devant la Chine comme un partenaire libre plutôt que comme un partenaire qui est sous influence chinoise trop importante. Voilà, mais bon, encore une fois, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui qui me permettent de répondre très précisément à cette question. Alors, question numéro 6, Taïwan.
mer de Chine et péninsule coréenne. Les tensions s'accumulent autour de Taïwan en mer de Chine méridionale et dans la péninsule coréenne. Comment Pékin perçoit-il la présence militaire américaine dans cette région? Quelle est sa stratégie face à ces foyers de tension où ses intérêts de sécurité sont directement concernés? Alors, je dirais que si on dit que les Chinois sont des gens qui sont patients, qui sont prêts à négocier et qui font les choses avec le temps, pourquoi voudrait-on que la question de Taïwan soit précisément l'inverse et que les Chinois soient prêts à se jeter sur Taïwan? Personnellement, je ne le crois pas et je ne crois certainement pas que la Chine est prête à se jeter sur Taïwan et j'ai plusieurs éléments qui me permettent de le penser. D'abord, on voit que la Chine essaye aujourd'hui de remplacer les États-Unis et il faut d'ailleurs que je développe un petit peu à ce titre. J'avais déjà eu l'occasion de parler d'un colloque qui a eu lieu au sein du Parti communiste chinois et qui avait eu lieu il y a une dizaine d'années, un peu plus, dans la ville de Guangzhou, qui est l'ancienne ville de Canton, et où l'un des organisateurs de cette conférence, qui était le doyen de l'université de Pékin, avait développé une stratégie pour remplacer les États-Unis. Et cette stratégie s'appuyait sur 8 points que j'avais développés. Je ne vais pas les redévelopper, mais certains visaient à renforcer la puissance chinoise et d'autres visaient à affaiblir les Américains. Et si l'on retrouve ce plan que j'enverrai à Deljelil, je crois que je l'avais déjà fait, mais je pense que ça vaut la peine de le relire. Ce plan a été suivi à la lettre par les Chinois. Et l'un, par exemple, des points de ces 8 points visait à multiplier le nombre d'adversaires des États-Unis, disant que les États-Unis n'avaient pas la capacité de se battre contre tous les adversaires à la fois et que par conséquent, si on multipliait le nombre d'adversaires, on allait profondément affaiblir la Chine, affaiblir les États-Unis. Et les Chinois avaient choisi à l'époque le Brésil, parce que le Brésil est un géant qui fait 19 fois la France, mais le Brésil n'a pas souhaité se prêter à ce jeu malgré les nombreux investissements chinois. Et je pense que les Chinois ont ensuite choisi l'Iran. Bonne pioche, je dirais, puisque les Américains sont tombés dans le piège. En tout cas, sur ce plan, en tout cas, et sur d'autres plans aussi, les Chinois ont suivi à la lettre le plan qu'ils avaient établi il y a 10 ans pour remplacer les États-Unis. Donc, je vais continuer à lire les questions. Donc, quelle est la stratégie? Alors, pour répondre sur la question de Taïwan, je ne pense pas que les Chinois veulent prendre Taïwan. Je ne le pense pas. Parce que ce n'est pas au moment où ils cherchent précisément, comme je l'ai expliqué, à se donner une image de sagesse et d'équilibre et une image d'un leader pacifique pour essayer de faire quelque chose de contraire à ce que ont fait les États-Unis jusqu'ici. Je ne pense pas qu'ils voudraient attaquer Taïwan parce que s'ils le faisaient, l'image dans le monde entier et dans tous les pays qui aujourd'hui sont intéressés par le leadership chinois et qui verraient des dizaines ou des centaines de milliers de morts chinois qui plus est, fait par la Chine
la Chine communiste, ça serait une image absolument désastreuse sur la Chine continentale. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'ils font. L'autre raison pour laquelle je pense qu'ils ne le feront pas, c'est parce que s'ils voulaient détruire Taïwan, ils l'auraient déjà fait d'une façon beaucoup plus facile, puisque les exportations taïwanaises vers la Chine dépassent 30% de leurs exportations. Si la Chine fait l'embargo sur les exportations taïwanaises, ils tuent l'économie taïwanaise et ils font tomber le gouvernement en une semaine. Or, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils privilégient le commerce. Le Taïwan leur vend des produits dont ils ont besoin, même s'ils essayent de ne plus dépendre des puces taïwanaises. Je n'ai pas vu le détail des exportations de Taïwan, mais il y a évidemment une partie importante des produits qu'exporte Taïwan dont les Chinois ont besoin. Donc, ils se gardent bien de les faire tomber et ils essaieront de jouer avec le temps, comme ils font pour le reste, en achetant les dirigeants, éventuellement en liquidant certains, en abîmant un certain nombre d'industries, en, euh, en, en, pourrissant le régime ou au contraire en lui faisant miroiter. Enfin, il y a des façons de déstabiliser un pays qui sont multiples sans pour autant le bombarder et tuer des milliers de ses ressortissants. Donc, je ne crois pas du tout, pour ma part, à cette stratégie consistant à attaquer Taïwan. Septième question. Gaza et le Moyen-Orient, une nouvelle diplomatie chinoise. La Chine a récemment renforcé son implication diplomatique au Moyen-Orient, notamment en favorisant le dialogue entre différentes factions palestiniennes et en critiquant certaines opérations militaires israéliennes. Assiste-t-on à l'émergence d'une diplomatie chinoise alternative face à l'influence américaine dans la région? Évidemment, ceci est tout à fait conforme à ce que j'ai dit. Si la Chine veut se donner demain l'image d'un leader mondial capable de remplacer les États-Unis, il faut qu'elle ait une diplomatie suffisante pour pouvoir apporter sa pierre à la résolution de grands conflits multilatéraux et mondiaux, on peut le dire, comme celui de la Palestine et d'Israël. Donc, ça me semble tout à fait conforme à cette stratégie de vouloir renforcer son implication diplomatique au Moyen-Orient. Elle le fait certainement en lien avec la Russie. Elle le fait certainement en lien avec l'ONU, puisque ça passe certainement par le biais de l'ONU. Le renforcement de l'influence de la Chine dans le monde passe évidemment par le biais de l'ONU, puisque c'est une façon pour la Chine d'assurer son leadership sans avoir l'air de s'imposer aux yeux de tout le monde. Donc, je crois tout à fait à l'émergence d'une diplomatie alternative face à l'influence américaine dont on voit aujourd'hui très clairement le parti pris pro-israélien d'une part et le manque de professionnalisme d'autre part. Je pense que tous ceux qui pensaient que Trump pouvait avoir une vision du conflit à peu près équilibrée sont maintenant persuadés que Trump est entre les mains des sionistes, malheureusement, et que il ne sait pas trop comment sortir de son affaire. Il voudrait bien se dépêtrer, mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas réussi. Donc, il y a effectivement, pour les Chinois, une carte à jouer qu'ils sont en train évidemment, d'essayer de construire. Alors, 8e question, c'est la dernière. La guerre commerciale et le nouvel ordre mondial
Entre sanctions, restrictions technologiques, droits de douane et rivalité économique, les tensions entre Washington et Pékin ne cessent de croître. La Chine cherche-t-elle simplement à résister aux pressions américaines ou poursuit-elle un projet plus ambitieux de transformation de l'ordre international vers un monde multipolaire? Alors, ça, c'est une excellente question. Je dirais que il me paraît, leur projet me paraît être beaucoup plus ambitieux que celui simplement de résister aux pressions américaines, comme je l'ai dit. Il existe véritablement un plan chinois pour remplacer les États-Unis, mais est-ce que, et c'est là que la question se pose, et à mon avis qu'elle n'est pas résolue, est-ce que la Chine poursuit une transformation de l'ordre mondial vers un monde multipolaire ou une transformation euh, internationale vers un monde hégémonique dominé par la Chine? Alors, je maintiens que la question reste ouverte. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la chute du système américain sur tous les plans, comme je l'ai dit, industriel, droit de douane, terres rares, euh, Moyen-Orient, diplomatie, me paraît tellement brutale et tellement forte que je ne peux pas ne pas penser qu'il existe à l'intérieur du système politique chinois des personnes et des lobbies qui veulent véritablement mettre en œuvre une politique de numéro un et une politique de domination en disant ben, profitons de nos forces et prenons le pouvoir dans le monde entier comme l'ont fait les États-Unis. Et il y a certainement également d'autres personnes qui, à mon avis, sont peut-être des gens qui ont plus de bouteilles et qui sont plus âgés et qui ont plus d'expérience et qui disent nous ne devons pas faire peur à l'Inde, nous ne devons pas faire peur à la Russie, nous ne devons pas faire peur à l'Indonésie, nous devons ménager les Américains de façon à ce qu'il n'y ait pas demain un leader très violent et très anti-russe et qui est très anti-chinois, qui se lève et qui fédère une population très remontée contre nous. Donc, on doit faire les choses comme on les a faites jusqu'à présent, progressivement, très progressivement, rassurante. Donc, je pense que c'est ce débat qui va avoir lieu et qui a peut-être déjà eu lieu à l'intérieur des instances politiques chinoises, entre, je dirais, les anciens et les modernes, entre les jeunes et les vieux, et c'est ça qui déterminera les choses, à mon avis, à l'avenir, soit dans le sens d'un monde multipolaire où chacun, bon an, mal an, essaiera de trouver sa place. On sait qu'évidemment, ça ne sera pas avec une facilité totale, mais en gros, c'est dans ce sens-là que ça pourrait se passer, soit dans le sens d'une nouvelle guerre froide sino-américaine, où les pays seront sommés d'aller soit dans le camp de la Chine, soit dans le camp des États-Unis. Et je pense que si on est là-dedans, ça ne sera pas une bonne chose pour le monde. Euh, ça sera peut-être susceptible de susciter une troisième voie, comme à l'époque de la rivalité américano-communiste, avec des pays non alignés qui voudront être ni dans le camp chinois, ni dans le camp américain. Voilà en gros ce que je pense. Mais en tout cas, la poussée de la Chine est aujourd'hui très forte et je pense que il faut absolument continuer à réfléchir et s'intéresser de plus en plus à ce que fait la Chine et à ce que veut la Chine, d'autant plus que la Chine masque évidemment ses intentions. Elle ne dit pas ouvertement ce qu'elle veut faire et elle est discrète
et intelligente et modeste en apparence dans ses choix diplomatiques, comme on l'a vu. Et si on regarde les résultats, son approche de l'industrie est tout sauf modeste, les terres rares tout sauf modeste, le commerce tout sauf modeste. Donc évidemment, la Chine ne cesse d'accumuler les instruments de la puissance aujourd'hui et, à n'en pas douter, elle est déjà le grand leader de demain. Voilà, chers amis, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.